démarche auprès d'un juge Non. Problèmes de logement, de gestion du budget familial, de santé, d'addiction ou encore des difficultés à élever les enfants, ce sont les problématiques que rencontrent chaque jour les travailleurs sociaux. 40 000 personnes sont accueillies chaque année sur plus de 100 sites du département du Bas-Rhin. Laetitia et Anne-Claire sont assistantes sociales et accompagnent au quotidien des personnes en situation de précarité. On va être souvent la première porte du service social, où on va essayer un peu de décrypter quelle est à ce moment-là la difficulté, le frein de cette personne qui se présente à nous. Et ça se passe vraiment à travers l'échange. On est beaucoup vraiment dans le dialogue, dans chercher à comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce que eux comprennent de leurs difficultés. Et on prend vraiment le temps, on essaye du moins avec les moyens qu'on peut de les écouter. Une oreille attentive quand les mots manquent, c'est ce qu'il reste aux assistantes sociales. À l'accueil, le rôle de Sophie, secrétaire médico-sociale, est d'accueillir les usagers. Elle les oriente, les accompagne dans leurs démarches administratives et les prises de rendez-vous, un premier contact primordial. Au niveau de nos métiers, c'est être dans une relation d'empathie et de prise en compte de la demande. C'est aussi un sas de décompression, l'accueil, où on peut poser les choses et poser les problèmes qu'on rencontre au quotidien et souvent d'avoir pu définir un périmètre de difficultés et de pouvoir apporter une réponse, ça désamorce souvent aussi les problématiques et les tensions qui peuvent graviter autour. Les relations humaines semblent donc être au cœur de ces métiers. D'ici 2022, les démarches administratives devraient être 100% dématérialisées. Le lien social survivra-t-il à la transition numérique? C'est la grande interrogation de cette transformation. C'est un petit bout d'acier, un cadran de montre qui fait le tour du monde. Il a fait un petit détour en République tchèque et il revient de Valence en Espagne. Donc là, il fait une petite pause à Metz pour l'occasion. Et prochainement, il va repartir pour un séjour donc à Troyes. Et ensuite, il va aller à Venise pour faire quelques photos. Passionné par l'horlogerie, Samuel Pasquier a fabriqué sa propre montre avec les machines mises à disposition par son ancienne école, l'ENIM, l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Pourtant, rares sont les moments où il met la main dessus. Car depuis janvier 2018, cet exemplaire voyage de main en main, de ville en ville, à travers le monde entier. Une communauté se crée autour du cadran. La mission des propriétaires éphémères, mettre en scène le cadran devant un monument. Étant passionné aussi d'horlogerie, mais aussi un peu d'histoire, de monuments, de tout ce qui nous entoure, je me suis dit qu'on n'observait pas assez les monuments qui nous entouraient. On ne prenait plus le temps de les regarder, on était vraiment passé à côté, on n'y faisait plus attention. Et donc il me fallait un petit fil conducteur, une chose qui fasse découvrir un peu les monuments. Je me suis dit pourquoi pas le cadran, c'est efficace, c'est pratique, c'est tout fin. En 14 mois, le cadran a traversé 19 pays et parcouru plus de 150 000 km. Il a été pris en photo 125 fois devant des monuments emblématiques, parfois dans des lieux méconnus. Je suis assez jaloux du cadran parce qu'il a vu de plus beaux lieux que je n'ai pu voir. J'ai en mémoire des photos de l'Indonésie avec un temple, j'ai des photos de Chicago en haut de différentes tours, j'ai eu des photos du pont de San Francisco, j'ai eu des photos en Suisse. Il va aller en Chine normalement dans la fin d'année. Il a un programme même plus chargé que le mien. Une page Facebook lui est consacrée, ainsi qu'un compte Instagram. Vous pouvez vous aussi participer au projet et faire voyager ce cadran. Pour cela, il suffit de contacter Samuel par les réseaux sociaux afin d'être mis dans la boucle. Le moulin de Bar-sur-Seine est le seul site du Grand Est retenu par le loto du patrimoine. Parmi les habitants, cela suscite beaucoup d'espoir. Parce que sinon, ça n'en sortirait jamais. Hein. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu des tas de projets qui n'ont abouti à rien. Pour la vue, ça serait quand même plus beau et plus propre. Ça serait dommage de le laisser comme ça. S'ils pouvaient le refaire, ça serait bien. Pour quelle raison? Déjà pour les enfants, plus tard. Ça fera un petit bout de souvenir. Stéphane Prunier, l'exploitant de cette centrale hydraulique, a déposé sa candidature en toute discrétion, sans même avertir le maire. Il avait peut-être raison de ne pas en faire écho tout de suite parce que on n'était pas sûr du coup, il n'était pas sûr du coup. Quand on vous l'annonce, vous dites c'est pas possible. Quand on voit des bâtiments du XIIe, du XIIIe, du XIVe siècle qui font l'objet de demandes, vous dites bon, notre moulin de mi-19e qui ne sert plus à rien sauf de produire du courant, il y a peu de chances pour qu'il y ait des touristes qui viennent visiter
par quart entier les turbines, c'est peu probable. Donc ça a été quand même une belle surprise. Après plusieurs projets avortés, pour le maire, cette notoriété soudaine pourrait relancer la recherche de partenaires pour financer tout ou partie de la rénovation, voire plus. C'est un bâtiment privé, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Donc la commune n'a pas à s'immiscer dans la gestion du domaine privé. On peut aider, on peut être aussi partenaire. Bien entendu, on ne connaît pas ce que le loto va rapporter. Peu importe la somme qu'il va y avoir, s'il y en a une, ça va permettre de lancer l'opération. Il y a quelques années, le montant d'une rénovation totale du bâtiment a été estimé à entre 2 et 3 millions d'euros. Selon le maire, la somme allouée pourrait peut-être recouvrir 10% de ce montant. Je crois que la première chose, c'est pas de tirer des plans sur la comète, c'est déjà de régler le problème strictement du bâti. La première opération à mener, c'est de faire en sorte que ce bâtiment soit vraiment hors d'eau. Il faut refaire la couverture. Ensuite, il faut refaire tout ce qui est descente d'eau, évacuation du pluvial, qui n'existe plus. Et puis, le troisième point, le chlore, les fenêtres, les portes, qui n'existent plus non plus. La somme allouée sera fixée à l'issue du prochain tirage du loto du patrimoine au mois de juillet. Une trentaine de policiers sur la place Foch à Épinal, c'était ce mardi matin un rassemblement silencieux en écho à l'appel national du syndicat Alliance. L'idée générale était ici de dénoncer les violences dont ils sont victimes depuis quelques semaines pendant les manifestations, mais aussi les nombreuses menaces sur les réseaux sociaux. Et la goutte d'eau qui a fait déborder un vase selon eux déjà bien rempli, c'est la dégradation de la plaque commémorative en hommage à Xavier Jugelet, tué par balle sur l'avenue des Champs-Élysées lors d'une attaque djihadiste en avril 2017. Dégradation commise samedi pendant l'acte 18 des Gilets jaunes. Il a été assassiné lâchement par un terroriste parce qu'il était policier. Donc quand on voit que cette plaque commémorative est taguée, c'est un symbole de la République, qui est tagué comme l'a été l'Arc de Triomphe. On ne peut pas concevoir, nous en tant que fonctionnaires de police, que des symboles de la République soient attaqués, soient dégradés à ce point-là. C'est totalement méprisable et on est vraiment très en colère par rapport à ça. On ne peut pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être les meilleurs du monde lorsqu'un terroriste, lorsque la police met fin aux actions d'un terroriste, et être les plus mauvais lorsqu'il y a des manifestations. Donc il faut une réaction de notre part et une réaction ferme de l'État. Nous dénonçons toute forme de violence et nous regrettons qu'il y ait des blessés aussi chez les manifestants. Maintenant, c'est inévitable. Quand vous vous retrouvez face à une foule hostile de quelques centaines d'individus qui vous caillassent, qui vous infectent, nous on riposte avec les moyens qui sont à notre disposition. Les policiers, on l'a entendu, attendent maintenant des réponses de l'État. Ils devraient par exemple être prochainement dotés de nouveaux outils comme des marqueurs chimiques pour identifier les casseurs et faciliter les interpellations. Bref, les policiers veulent se sentir soutenus, sachant que déjà 20 d'entre eux se sont donné la mort en France depuis le début de l'année. Ce sont les derniers coups de marteau qui vont clôturer 5 années de chantier. Ici, l'entreprise spécialisée dans la restauration de monuments historiques réalise le dallage en pierre et en marbre, identique à celui existant. Il faut déjà travailler avec des matériaux en pierre, de la chaux naturelle, et respecter toutes les pentes actuelles des contours de l'église. Et puis voilà, on essaye le plus possible que quand on part, on ne voit pas trop le changement entre l'ancien et le nouveau, quoi. Le chœur de l'église abbatiale de l'abbaye des Prémontrés, un bijou de l'art baroque qui a subi les affres du temps, la Révolution, puis la Seconde Guerre mondiale. Ravagée en 1944, l'abbaye a été restaurée entre 1965 et 1976. Seul le chœur de l'église est laissé en l'état, noirci, conservant les stigmates des affrontements. Seul le chœur n'avait pas été restauré, puisque c'était un décor assez complexe noirci. L'époque n'était pas à une restauration, mais plutôt à garder ce témoignage de la Seconde Guerre mondiale. Mais avec le temps, ce décor s'effrite, la restauration devient urgente. En 2014, des analyses scientifiques révèlent l'histoire de ce décor.
Un décor polychrome resté aveugle pendant le XXe siècle. D'où le fait qu'on a des cartouches noires et d'autres au niveau des médaillons qui sont roses. Et en fait, ces tonalités n'ont pas été choisies au hasard. Elles reprennent des marbres qui existaient encore sous les corniches et que les restaurateurs ont découvert. En effet, le parti pris de la restauration n'était pas de réintégrer des marbres qui ont été volés pendant la Révolution, mais d'évoquer leur présence et la polychromie du décor pour qu'on ait un aspect de ce qui était au XVIIIe siècle. Ces panneaux vides contenaient au XVIIIe siècle des peintures de Jean Girardet. Pour la Restauration, le parti pris est de les laisser blancs pour évoquer la présence d'une galerie de peinture dans ce chœur. Mais un panneau restera brut, morcelé par des impacts de balles et des éclats d'obus pour témoigner des ravages causés par les guerres. Une 27e édition épargnée de justesse par la pluie, 800 participants costumés, une douzaine de chars, autant de formations musicales et encore une belle ambiance cette année au carnaval de Vittel. Les festivités ont débuté samedi, mais le défilé du Grand Corso, c'était bien ce dimanche après-midi sur le thème de l'envol, avec, comme toujours, un travail conséquent d'organisation en amont. C'est un gros travail de plusieurs mois pour rechercher les groupes, les musiques, l'organisation dans son ensemble, le dispositif de sécurité, le parcours. Donc oui, c'est un gros travail d'équipe qui se prépare plusieurs mois avant. Et toujours être à la hauteur chaque année, se renouveler, c'est pas évident? C'est ça, c'est se renouveler, évoluer en gardant toujours l'esprit de fête qu'est le carnaval. Et le public a répondu présent ce dimanche dans les rues de Vittel. L'événement attire en moyenne 20 000 personnes chaque année, sans doute un peu moins cette fois à cause de la météo. L'ambiance était tout de même au rendez-vous. J'aime bien venir de temps en temps venir pour carnaval, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît là dans carnaval à Vittel? L'ambiance. La couleur, la musique et puis la joie qui change de l'ambiance morose qui règne à l'heure actuelle. Donc ça fait pas de mal d'oublier quelques instants. Qu'est-ce qui vous plaît vous personnellement, à part les confettis, qu'est-ce qui vous plaît vous personnellement dans cet événement? Du monde, on rencontre beaucoup de gens qu'on ne voit pas souvent, et puis plus si on est décarcassé à faire quelque chose, la moindre des choses c'est de participer. Les musiques, les chars, tout le monde joue le jeu, donc c'est sympa. Et quand on a vu le temps ce matin, on avait quand même des gros doutes, et puis vous voyez, chaque fois à Vittel, il fait beau. C'est bien organisé quand même. Ah oui, on commande. On a des connexions avec le bon Dieu là-haut. Bon Dieu ou pas, la pluie en tout cas n'a effectivement pas empêché le carnaval de Vittel de prendre son envol. Et pendant ce temps, d'autres communes vosgiennes préparent le leur. Ça sent bon la fin de l'hiver, tout ça. Ouais, bravo monsieur.